l'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, joyeuse Pâques, bienvenue au Guide de l'auto en compagnie de mes deux collègues Louis-Philippe Dubé, Hugues Gonneau. Messieurs, bonjour. Bonjour. Plaisir de vous Antoine. retrouver après 2 semaines d'absence. Bon retour. Hein? Pas trop rouillé, ça va? Non, pas trop rouillé, non, absolument. Je devrais m'y faire, là. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Ça va revenir, ça va revenir. C'est comme la bicyclette. J'arrive évidemment du Salon de l'Auto de New York où il y a eu quelques nouveautés, une surprise d'ailleurs qui a été dévoilée. Certains de nos collègues étaient là aussi. J'ai envie de vous dire d'emblée que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un salon aussi, d'une part, intéressant et aussi complet. Ouais. On disait que Québec est un salon où on avait retrouvé beaucoup de marques, mais là, on a amené des trucs d'envergure. On a fait des spectacles. Il y a eu des dévoilements dans le salon. Là. C'était quelque chose que dans les derniers salons aux États-Unis, on ne voyait pas souvent. Un véhicule où il n'y avait eu aucun coulage. Tu sais, c'était une surprise, là, le Hyundai Boulder, puisque c'est de ça dont on parle. Mais c'est un véhicule que personne n'avait vu dans le passé. Même les relationnistes de Hyundai n'avaient reçu qu'un communiqué la veille sans image, là, pour qu'il n'y ait aucun coulage par rapport à ce véhicule-là. Puis la surprise, évidemment, c'est que Hyundai mentionnait dans sa conférence de presse, bon, évidemment, c'est toujours la même chose, là. Alors, on commence par se vanter des ventes exceptionnelles qui ont eu lieu au cours de l'année, etc. Pour après ça, parler des plans futurs. On va amener 44 nouveaux modèles d'ici 2030. Et évidemment, on a confirmé l'arrivée d'une camionnette sur châssis indépendant en Amérique du Nord d'ici 2030. Mais ce concept-là est un peu en lien avec ce châssis en échelle. Voilà, c'est que ce qu'on allait nous dévoiler, c'est essentiellement, on pensait que c'est ce qu'on allait nous dévoiler comme véhicule concept, mais quand on a levé la couverte, ben on a vu que c'était un VUS vraiment façon Ford Bronco. Ouais. On l'appelle le Boulder. C'est un véhicule qui va venir rivaliser directement avec le Ford Bronco, le Jeep Wrangler, mais avec toit rigide. On s'attend à ça. Aussi, avec le futur Xterra et le Toyota 4Runner, là, clairement, là, on cible ça littéralement. Oui. Et ça, c'est précurseur du modèle de production et on dit qu'on ne sera pas très loin du modèle de production avec ça. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle. Puis, tu sais, ça me fascine parce que pendant ce temps chez GM, il n'y a rien. Jimmy! Non, mais il n'y a rien. Mais Hyundai a pris le taureau par les cornes, a dévoilé ça, a annoncé qu'on s'en venait avec un camion pas pleine grandeur, mais intermédiaire sur châssis à échelle. Puis évidemment, on a beaucoup insisté sur le Made in America, for American, with American Steel, dans notre nouvelle usine d'Alabama, Tu sais, fait que c'était beaucoup le drapeau américain mis en avant-plan, là. On le sait on sait pas grand-chose à propos du camion, mais on sait qu'il va être d'une part probablement cher et de l'autre part qu'il va venir avec un catalogue de pièces intéressant pour rivaliser avec les véhicules américains qu'on a mentionnés, Wrangler, Bronco. Ça va être ce jeu-là là, qu'on veut jouer avec Hyundai, puis c'est un jeu qui est très lucratif. J'ai hâte de voir comment on va le jouer aussi sur le plan mécanique, parce que ce qui inquiète un peu, c'est que si on fait l'erreur d'aller mettre un petit 1.6 turbo avec une transmission double embrayage, non, honnêtement, j'y crois pas trop. Là. Écoute, ils peuvent nous épater des fois avec leur bourde. On va dire ça autrement. J'espère qu'ils ont appris de leur erreur avec le Santa Cruz. Oui, c'est ça. Disons ça de cette façon-là. Mais ça avait vraiment été le highlight du salon. Personne ne s'attendait à ça. La presse automobile était toute concentrée sur cette conférence-là qui avait suivi celle de Kia, où on avait levé le voile, évidemment, sur le nouveau Seltos. Lui aussi, il a une sacrée belle gueule. Je pense que autant le premier modèle me donnait un peu l'impression d'un véhicule, je veux pas dire d'un véhicule chinois, mais tu sais, c'était un design peut-être un petit peu plus générique. Là, on y a donné du caractère. C'est peut-être un peu plus polarisant pour certains, mais je pense que c'est un véhicule qui va connaître beaucoup de succès. Un petit peu plus gros que par le passé, pour aller rivaliser, évidemment, avec les Crosstrek de ce monde, les Corolla Cross, les HR-V, nommez-les, là. Mais 3 motorisations. 3 choix de mécanique, incluant une motorisation hybride qui va arriver d'ici la fin de l'année. Alors ça, on ne l'a pas chez Hyundai.
le Kona, qui utilise la même plateforme, ne se renouvelle pas l'an prochain. On a du 100% électrique chez Hyundai avec le Kona, mais chez Kia, on va avoir le V3. Ouais. Donc, on va avoir un catalogue beaucoup plus large, un véhicule qui va répondre aux besoins des acheteurs, fait au Mexique. Je pense sincèrement que ça va connaître beaucoup de succès et je serais pas étonné qu'on dépasse les ventes du Kona avec ça parce que, tu sais quoi? Il est cute. Ouais. Puis le Kona, ça fait pas l'unanimité. Ouais, tu sais, il y a juste le look qu'on regarde, là, il va chercher les courbes un peu plus robustes, un peu plus carrées que les gens aiment, là, essentiellement, là, comparativement aux autres. Donc, c'est sûr qu'il va se démarquer. Ouais. Alors, on a fait une entrevue aussi avec un des designers de Kia qui était sur place, qui avait vraiment pas grand-chose à dire, là, puis qui est probablement beaucoup plus talentueux pour dessiner des véhicules que pour jaser avec une dizaine de journalistes. Mais grosso modo, tu vois qu'il y a un lien commun entre... Lui voit une distinction entre les modèles électrifiés et les modèles à essence, mais moi, je trouve justement que les deux se rapprochent sérieusement au point où tu reconnais sur un produit comme celui-là plusieurs traits de le V9. Là, ouais. Puis sur les côtés, V3, V5, là, sur le côté. Ça. Là, fait que ça a été intéressant de voir ça. Aussi, la confirmation de l'arrivée de l'EV3 aux États-Unis. On était sous l'impression que ça venait pas. Puis là, finalement, le V3 va être offert aux États-Unis. Puis on a eu un petit peu plus d'informations. 514 km d'autonomie annoncée pour le modèle à grande batterie. Traction, mais il y aura aussi un modèle à rouage intégral. Et c'est drôle parce que quand j'ai prononcé le mot Kia Soul en disant... Comment comparez-vous le V3 avec la Kia Soul? Ce qui est, pour moi, c'est l'évolution logique. Eux, non, il n'y a aucun lien entre les deux. OK, mais tu remplaces un segment par un autre. Là, ça va être les mêmes acheteurs. C'est ça. Mais c'est comme si on voulait se dissocier de la Kia Soul. L'oublier. Ce qui, je pense, est une erreur parce que ça a mis Kia sa map. Là. Honnêtement, là, c'est un véhicule qui a été dessiné par... j'oublie son nom. Là. L'ancien designer de Kia, qui était partout, qui venait de chez Audi, j'oublie son nom. Peter Schreier. Peter Schreier, merci. Monsieur au col roulé noir. Mais c'était la première réalisation de Peter Schreier du côté de chez Kia. Et puis, ça l'a mis au monde. Ça avait été une belle petite claque à l'époque. Oui, c'est ça. Ouais. Tu sais, on se retourne en 2009, là. Quand ça s'est arrivé sur le marché, c'était rafraîchissant. Et le marketing aussi était super cool. Vraiment. Les pubs étaient vraiment géniales. Hamsters aussi, on avait les hamsters. C'est ça, les hamsters. Mais ça a fait le travail pendant, je dirais, une bonne douzaine d'années avant qu'on commence à s'en lasser plus sérieusement. Puis on l'a eu en électrique, nous autres. Aux États-Unis, non. Mais nous, on l'a eu en électrique, la Kia Soul. Donc, pour moi, c'est une évolution directe. Donc, Kia, évidemment, a le vent dans les voiles avec ça. Et puis, grosso modo, on nous a dit, OK, le V3 arrive à l'automne. Le PV5 arrive à l'automne. Ça arrive cet été. La version hybride du Seltos d'ici la fin de l'année. Il y a du char. C'est une méchante offensive produit, là. Oui, c'est une offensive. Puis oublie pas la EV4 qui vient d'arriver aussi. C'est ça. Le V5 qui va arriver à l'été. Alors, là, c'est... Ouais. C'est quelque chose, là. Ouais. Puis en plus, il faut aussi ajouter un truc. Le Telluride, qui est vendu depuis quelques mois aux États-Unis, arrive finalement au Canada pour 2027 et ça, on va le commercialiser début d'année 2027. Il y a fort à parier d'ailleurs que la première canadienne se fasse au Salon de l'Auto de Montréal. Donc, à suivre de ce côté-là, mais ça, c'est aussi un véhicule qui est très en demande et qui offre une technologie hybride. Donc, pour rivaliser avec, évidemment, le Toyota Highlander, là, ou Grand Highlander, devrais-je dire, parce que l'Highlander est rendu électrique. D'ailleurs, c'était l'autre dévoilement du Salon de l'Auto de New York. Pas le Toyota Highlander 100% électrique, mais bien son clone, le Subaru Getaway. Stay away, peut-être, on ne sait pas. Get away, stay away. Je comprends pas les stratèges qui sont venus avec ce nom-là. C'est au Japon, probablement, puis ils se sont dit, ça veut dire escapade, littéralement, mais get away, ça peut dire bien des affaires. Ça veut dire comme sauve-toi. Moi, je pense au film de Sam Peckinpah de 1972 avec Steve McQueen où c'est une vraie boucherie là-dedans. Donc, c'est pas des images très positives par rapport à un véhicule. Mais tu sais, puis en plus, tu le regardes, puis on en parlait là, souvent quand un constructeur va dire « Oh oui, on planifie 15 produits dans les 2 prochaines années. » C'est souvent 3 produits séparés en 2 constructeurs qui vont être déclinés 5 fois. Fait que à la fin, c'est ça.
C'est sur la base du Highlander électrique, ce Getaway-là. Non, c'est pas sur la base du Highlander. C'est un Highlander électrique. C'est ça. Puis là, il va falloir, tu sais, moi, je te trouve poli, là. Toujours. On reste poli. vous mettrez un bip, OK, là-dessus. Crissez-moi le gars dehors chez Subaru qui trouve les noms. Ouais, c'est quoi ça? Tell him to get away. Oui, mais c'est quoi ça? Explique-moi ça, là. Uncharted, tu sais, c'est quoi l'autre, là? Trail Seeker. Puis Getaway. Mais c'est des noms de Mario Bros, là. Tu sais, ça fait jeu vidéo parce que, effectivement, Uncharted. Non, mais ça n'a pas de sens. La nomenclature n'a pas de sens. Et j'ajouterais à ça, en plus, qu'on est en train de complètement dénaturer la marque. Ouais. Parce que là, as-tu remarqué qu'avec le Solterra, le Getaway, le Trail Seeker et le Uncharted, ben, tu as 4 véhicules carrément identiques à ce qu'on propose du côté de chez Toyota. Pour 3 véhicules qui sont d'authentiques Subaru, parce que tu as la Crosstrek, le Forester, la Legacy, qui sont des Subaru propres, et même la BRZ, la BRZ, c'est une GR86, alors c'est un joint venture. Ouais. Bon, il y a le Subaru Ascent qu'on n'a plus non plus, là, qui est offert aux États-Unis, mais qui est plus vendu au Canada. Mais où ça va s'arrêter? Parce que là, je comprends que les acheteurs de véhicules électriques ont peut-être moins ce souci d'avoir un véhicule distinctif. Ouais. Bon, tu sais, d'identité de marque, là, nécessairement. Mais là, c'est parce que Subaru, je trouve, je te dis pas qu'ils réaliseront pas de bonnes ventes avec ça, c'est pas ça le point, mais est où l'identité Subaru là-dedans, là? D'autant plus que là, les rumeurs sont fortes à l'effet qu'on va abandonner la WRX et l'Impreza. Alors, tu sais, la WRX, c'est terminé au Japon. Alors, si c'est terminé au Japon, c'est une question de temps avant que ce soit terminé ici. On s'entend dessus. C'est d'une tristesse. Après ça, l'Impreza, il se vend 10 Crosstrek pour un Impreza. Fait qu'on se casse pas la tête. On se cassera pas le basic avec ça, c'est sûr. C'est clair. Il va arriver la même chose qui est arrivé avec la Legacy pour l'Outback. Oui. Et puis, finalement, il va rester que ça. Donc, c'est d'une tristesse, je trouve, chez Subaru, mais on a un virage électrique, puis on profite d'un partage de technologie à coût plus raisonnable. Enfin, bref. Mais faut trouver des nouveaux noms, là. Au pire, mettez-moi des nomenclatures alphanumériques, c'est ça, tu sais. Mais ça n'a pas de sens. Volkswagen a présenté son Terramon, son Atlas. Ah, oui, c'est exactement. Oui, ben écoute, une coquille un peu modifiée. Évidemment, le véhicule a les mêmes proportions essentiellement. On est 2 cm plus long, là, fait que c'est pas vraiment différent. Signature lumineuse différente, les blocs à l'avant, à l'arrière aussi, essentiellement. On garde la même formule. Le moteur passe de 269 chevaux à 280 chevaux avec le même couple, 258 chevaux. C'est le 258 livres-pieds. 258 livres-pieds, pardon. On en perd, en fait. On n'en perd pas du couple. Non, c'est le même couple. Okay. Ouais. C'est le moteur. En fait, c'est le moteur Evo 5. Avant, c'était le Evo 4 là, qu'on trouve. C'est le moteur qu'on trouve dans le Tiguan, d'ailleurs, qui a des problèmes avec ses turbos à géométrie variable. Par contre, c'est peut-être ça va peut-être se régler jusqu'à temps qu'on va voir l'Atlas. Toujours la même boîte à 8 rapports. On a l'habitacle. Là, si vous regardez à l'intérieur, ça ressemble à un Tiguan tout neuf avec l'écran et puis Puis on nous a dit que le CrossSport allait être dévoilé dans 3 mois, basé là-dessus. C'est même chose. Fait que, c'est ça. Calmez votre sentez-vous notre... Non, mais calmez votre enthousiasme, les gars. Là, moi, je sens votre fébrilité. C'est un utilitaire à 3 rangées. Tantôt, on parlait d'un utilitaire à 3 rangées qui était copié sur un autre utilitaire, qui était copié sur un autre utilitaire à 3 rangées. Écoute, tu sais, je veux dire, je peux bien dire des faits, là, puis des détails. Je vais vous les donner. Allez sur le site, mais à un moment, là. Partagez mon enthousiasme. Voilà, on voit l'intérieur comme tu vois, c'est tiguanesque. Mais ce que j'aime beaucoup, par exemple, c'est sur le volant. On a des vrais boutons, là. Ça, je peux dire que je trouve ça le fun, là, à la place des boutons haptiques, là, c'est des vrais boutons. Moi, c'est rendu qu'à partir du moment où on a un volant rond, je suis content. Bienvenue en 2026. C'est ça, exactement. Autre truc qui a été officiellement dévoilé à New York, on avait vu quelques images couler, là, et Chrysler les avait volontairement laissées couler, mais c'est la relance de la fourgonnette Pacifica. Oui, c'est un bien grand mot. Hein. Ouais, drôle de stratégie, parce qu'en fait, on a
modifier le museau, les roues, ça s'arrête là. L'intérieur est identique, la partie arrière est identique, il n'y a pas de changement cosmétique majeur autre que ça. Et je ne sais pas si c'est la nouvelle identité visuelle de Chrysler, mais je ne sais pas où ça s'en va. Et c'est drôle parce que... En tout cas, on est sûr que l'avant ne va pas avec l'arrière. Non, c'est ça. Puis là, vous voyez Matt McAleer, qui est le président de Chrysler et de Dodge, avec qui j'ai pu m'entretenir là-bas. Ouais. Évidemment, il l'a pas dit comme ça, mais la Pacifica 2027, c'est un véhicule de transition. Lui mentionne qu'il y a de nouveaux véhicules de marque Chrysler qui seront lancés dans les prochaines années. Probablement à essence, probablement sur la plateforme STLA. C'est spéculatif de ma part, mais si tu y vas avec la logique, oui, on s'entend dessus. Il n'y a pas un nombre illimité d'options. Alors, ça va prendre un VUS compact / intermédiaire dans la gamme Chrysler. Et le mot a été clair de sa part. Chrysler n'est pas une marque de luxe. Chrysler est une marque qui s'adresse aux familles. Donc, on veut faire de Chrysler la marque généraliste, alors que Dodge sera la marque de performance. Un peu comme si Chevrolet et Pontiac étaient encore là et que Pontiac axait sur la performance. Ben, oubliez ce que vous avez connu de Chrysler dans le passé qui était au-dessus de Dodge de Plymouth. Aujourd'hui, c'est ça la marque d'entrée de gamme. C'est drôle comme c'est un peu drôle comme perception, mais c'est vraiment là où on veut s'en aller. Alors, il n'est pas exclu qu'on amène une voiture, mais il est absolument garanti qu'il y a des plans pour la fourgonnette. Mais elle est où la marque de luxe à ce moment-là chez Chrysler? Maserati? Non. Les Italiens pensent peut-être que oui. Non, mais Maserati, je veux dire, il est sur le respirateur. Mais est-ce qu'on veut se lancer dans une marque de luxe quand on n'a peut-être pas les outils pour le faire? Non, justement, c'est pour ça. Mais on n'a pas le luxe de le faire. Quand t'as dévalué ta marque un petit peu premium, quand t'as dévalué ta marque un petit peu premium pendant allez, on va dire 2 décennies, là, je suis gentil. Ouais, mais en même temps, tu sais, il faut trouver une nouvelle avenue. Chrysler, c'est mort. Ben, c'est ça. Puis en fait, moi, ce que je mentionnais à M. McAleer, c'est pensez-vous vraiment que les acheteurs de Pacifica savent seulement que c'est une Chrysler? Eux, ils achètent le produit, ils n'achètent pas la marque. Ils ne s'identifient aucunement à la marque. Dodge, non. Ça peut être n'importe quoi. Là. Alors, tu sais, tu peux écrire ce que tu voudras sur le museau. Là. Faites revenir De Soto, allons-y. Non, mais peu importe c'est quoi. Tu sais, bon, il y a des rumeurs à l'effet qu'on va assembler des véhicules chinois dans l'ancienne usine de Brampton, là, Louane Gosselin, qui est la PR de Chrysler Canada, ou de Stellantis, devrais-je dire, glisser un mot de façon très générique. On évalue toutes les possibilités. Bon, ça peut pas être plus corpo comme communiqué. Ouais. Mais tu sais, si on amène de nouvelles marques, c'est Leapmotor. En fait, Leapmotor, c'est Stellantis est actionnaire en partie, là, je pense que c'est 20% depuis quelques années de cette compagnie chinoise-là, et ils veulent sortir du marché chinois, évidemment. Donc, chez Stellantis, on va aller chercher toutes les leads qu'on peut aller chercher. Leapmotor est déjà rendu en Europe. Ouais. Donc, mais tu sais, si on est capable de faire des petits véhicules à volume de ce côté-là et de les appeler Chrysler, ça se peut aussi. Tout est sur la table. Mais ce qui est certain, moi, je suis persuadé de ce que j'avance, c'est qu'il y aura une prochaine génération de fourgonnettes Chrysler Pacifica, si on l'appelle encore Pacifica, sur base de plateforme STLA large, et il y aura de l'essence, de l'électrique. Ça, je suis persuadé de ça. De l'hybride. 100% électrique, c'est pas sûr, mais au moins de l'hybride. Là, c'est intéressant parce que, essentiellement, ce que Matt McAleer me disait, c'est que on a pratiquement cessé la production de la Charger Daytona pour faire que des modèles à essence. Ben oui. Aïe. C'est pas étonnant, alors, des Daytona 26, est-ce que ça va exister? 27, je sais pas. 27? Même 26? Ben 26, c'est pas sorti encore. Soit dit en passant, il n'y a pas de Wagoneer S 26 non plus. Wagoneers. Hein? Regardez les chiffres de vente au premier trimestre. Les ventes de Wagoneer S ont baissé comme de 90%. Là. C'était déjà tellement élevé avant. Ben non, mais c'est ça. Oui, mais si t'en vends 100 puis que t'en vends 3 l'année d'après, c'est ça. C'est ça, c'est par comparaison. Fait que, tu sais, ça sera très intéressant de regarder tout ça, mais on est dans une année de transition. Puis
Puis là, j'ai posé la question, j'ai dit, vous gardez quand même le nom Grand Caravane sur le marché canadien, alors que vous renommez la Voyageur aux États-Unis, qui est l'équivalent de notre Grand Caravane, Pacifica LX. Il dit, ouais, Voyageur, on se débarrasse de ça aux États-Unis, on renomme ça Pacifica LX. Chez vous, on garde le nom Grand Caravane. Là, je fais, ça devient un peu compliqué. Mais j'ai dit, pourquoi vous gardez encore le premier design? Pourquoi vous n'amenez pas, par exemple, le design du modèle de l'année passée sur le modèle de base, tu sais, histoire de la faire évoluer un peu? Et il dit, honnêtement, c'est juste une question de coût. Il dit, c'est plus cher fabriquer les phares, la calandre, il y a une ascension au détail dans ce museau-là. Puis il y a des... Parce que j'ai l'impression aussi que le nouveau design comprend des capteurs supplémentaires, des trucs. Bon, ça c'est... Puis il dit, ça coûterait plus cher, faudrait la vendre plus cher. Fait que on garde la version de base, 4 couleurs, rien de compliqué. J'ai pas le prix en canadien, mais c'était comme 41 000 américains. C'est un meilleur deal au Canada, là. Évidemment. Mais on va faire du volume avec ça, là. Les ventes de minivans chez Chrysler sont en hausse. On a recommencé la production. On pousse à fond. Puis, évidemment, j'en ai profité pour poser la question. Et la PHEV là-dedans? Ouais. Parce que plus de règlements aux États-Unis, un recul du Canada face au nombre de véhicules électriques ou hybrides rechargeables que tu dois vendre, ça permet à Chrysler de souffler un peu et ça permet aussi à Chrysler d'arrêter d'être obligé de vendre des véhicules qui passent leur temps à revenir au concessionnaire et qui coûtent beaucoup plus cher en réclamation de garantie que le profit qu'ils en ont tiré. Oui, mais il y a la clientèle des mini-fourgonnettes peut-être intéressée par ces véhicules-là avec le prix de l'essence qui va dépasser 2 piastres. Oui, mais c'est fini. C'est fini. C'est terminé. Il n'y a plus de PHEV. Terminé. Merci, bonsoir. Fait que c'est V6 Pentastar, fin de l'histoire. Puis on verra ce qui arrivera pour la Ben non. Ben oui. Wow, okay. Voilà. Exactement. On continue dans ce segment Stellantis. Ouais, parce que là, on est embarqué à pieds joints. Là, voilà. On vous parlait de cette possibilité de fabrication de véhicules chinois chez Stellantis, mais en attendant, il y a le Cherokee qui, lui, se vend bien depuis son arrivée. Ouais. Là. Semble connaître un certain succès. Il y a beaucoup de gens qui entrent en concession. J'ai croisé un type, il n'y a pas longtemps, qui est entré pour aller voir un Cherokee, puis il est reparti avec un Grand Cherokee. OK. L'offre était plus intéressante pour lui que le Grand Cherokee. Mais ils ont quand même vendu un véhicule. Tout ce que tu peux vendre chez Stellantis, c'est parfait. Là, Fait que, le problème, c'est de faire rentrer les gens en concession. Ça, c'est le gros défi. Ouais. Donc, mais là, on a cessé temporairement la production du Cherokee parce qu'il y a un fournisseur de pièces avec qui on est en litige. Oui, c'est ZF, le grand fournisseur de pièces, et ZF Châssis qui fournit des pièces de suspension, etc. à l'usine de Toluca, je pense, au Mexique, là, pour le Cherokee. Il y a un différent. ZF a décidé qu'il chargeait plus cher et c'est pas selon l'entente. Donc, le litige a fait qu'on a arrêté d'envoyer des pièces. Et puis, c'est pas seulement sur le Cherokee que ça va peut-être affecter, mais peut-être d'autres modèles aussi. Mais pour le moment, c'est là, au Mexique, que ça se passe. Sur le Wagoneer S, c'est pas grave. Mais tu sais, je veux dire, pour un Cherokee que justement, la vague commence, l'engouement est là, on en a besoin, il faut ressortir, il faut mettre des véhicules sur la route. Ça peut être un problème. Si c'était un véhicule en fin de vie, ça serait un peu moins dommage, mais là, c'est un véhicule qui arrive, qui est hot et les gens le veulent. Ouais, c'est ça. C'est peut-être une question de jour aussi, là, que ça soit réglé, là, parce que justement, à un moment donné, pour le fournisseur, c'est important parce qu'on peut dire au fournisseur, écoutez, là, c'est là que ça commence à sortir. Ça, c'est un produit fort. On fait tout ça ensemble. Là, on va régler ça plus tard, là, nos différends. Alors, trouvez un prix et sortez les véhicules. Donc, oui, absolument. Fait que si vous attendez un petit peu votre Cherokee, ça se peut que ça soit pour ça. Mais il faut le mentionner que c'est pas un arrêt de production à cause d'un problème technologique, un rappel ou quoi que ce soit. Donc, c'est un problème, un petit litige. Le véhicule va bien jusqu'à maintenant. So far, so good. Fait que voilà. Mais c'est pas comme à l'époque de la COVID où on peut quand même te livrer le véhicule, mais pas de siège chauffant. Là, pas de suspension, ça va un peu plus mal. Ça va nettement moins bien marcher. Exactement. Tu as assisté, toi, à la levée de couverture d'un Cherokee qui a été modifié dans le contexte du Easter Safari. Oui. Où tu es allé
d'aller essayer des Jeeps dans une formule assez extrême. J'avais fait le même exercice l'année passée. C'est vraiment fantastique. Écoute, au Easter Safari, c'est la 60e année, là. Un peu comme le guide de l'auto, d'ailleurs. Voilà. Puis, la 60e année que ça fait ça. Bon, écoute, c'est entre 10 et 20 000 personnes qui se réunissent dans le désert de Moab en Utah pour faire de la trail essentiellement. Jeep en profite à chaque année pour dévoiler certains concepts. Là, c'est des véhicules de production là qu'on voit. Mais les concepts, ce qui est le fun, puis on les a présentés la semaine dernière, moi et Hugues. Quelques-uns, on en a parlé de 3 concepts. Il y en a eu 5 au total. Et puis, évidemment, ces concepts-là, on peut les conduire sur les sentiers et ils sont dessinés par des designers là, chez Jeep pour montrer un peu les capacités. Je veux pas reparler des concepts nécessairement de ce côté-là, mais je veux parler des véhicules qu'on a conduits aussi. On voit un Willys ici, là, l'édition Willys. On avait des Moab 392 avec le moteur MI, évidemment. On avait des petits Rubicon, on avait des moteurs 4 cylindres, tout ça. Alors, on est monté jusqu'à 6700 quelques pieds là, dans le désert, dans des sentiers qui étaient quand même demandants pour les véhicules. Puis je peux dire, là, pour avoir conduit le Moab 392, puis un petit Jeep bien de base avec le moteur à 4 cylindres, les deux, avec les équipements, étaient capables de se rendre. C'est juste beaucoup plus facile avec le 392. Mais un des concepts qu'on a conduit, puis on l'a présenté avec Hugues, c'était le XJ Pioneer, là, qui est un Cherokee 1984, un XJ 1984, avec le moteur d'origine 2.8 V6. Et puis, dans les sentiers, il y avait encore beaucoup de cœur, ce véhicule-là, extrêmement pas technologique, mais, les racines de Jeep sont dans ce véhicule-là, et puis on montait tous les mêmes obstacles, là. Ça demandait juste un petit peu de jeu dans le volant. Puis là, ton spotter un peu à gauche, un peu à droite pour t'aider, mais patience. Pas trop de throttle, tu sais, module, garde là et le véhicule fait le travail et finit on savait faire des transmissions, des châssis et des suspensions il y a 40 ans déjà. Pas besoin de caméra pour regarder qu'est-ce qui se passe en avant, pas besoin de, tu sais, c'était vraiment agréable en tout et partout là cet événement-là. Et puis on a vu un petit concept de Cherokee justement qu'on n'avait pas présenté la semaine dernière, c'était le Cherokee qui se veut un peu le Trailhawk là potentiel pour le nouveau Jeep Cherokee, donc avec des pneus, suspension, etc., une garde au sol élevée. On met le paquet là pour montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire et aller chercher le plus possible de visibilité. Et puis, ces événements-là qui attirent des amateurs de partout dans le monde, c'est excellent pour la visibilité de Jeep, Stellantis et de leur technologie. Donc, tout le monde est content là-bas. Là. C'est pas comme c'est pas comme nécessairement un salon de l'auto ou quoi que ce soit. Là. Ça met les véhicules à l'épreuve dans un environnement. Puis je le répète, d'avoir des concepts fonctionnels qu'on peut battre toute la journée dans les sentiers, je pense que c'est quelque chose de Jeep. Là. It's a Jeep thing, comme ils disent. Ils ont besoin de faire quelque chose. Sous l'aspect concept design, c'est de la pièce de série en dessous, là. Ouais. Donc, c'est de la pièce soit de série, de véhicules de série, soit de la pièce d'accessoires c'est des composants qui sont disponibles en concession. Ouais. C'est ça qui rend les projets vachement intéressants. Ouais. Ils ont besoin de ça, d'aller chercher de la visibilité parce que le Wrangler commence à se faire vieux. Les ventes de Bronco les ont dépassées. Ouais. Alors là, il y a de la compétition qui s'en vient. On l'a vu chez Hyundai. Il faut prendre le taureau par les cornes. Ouais. On va terminer ce volet-là avec Mercedes-Benz qui a dévoilé des versions revampées du GLE, GLS. Oui, depuis que Gordon Wagoner est parti de chez Mercedes, on retrouve une certaine normalité côté design. Donc, le GLE et la GLS ont adopté essentiellement les lignes de design du GLC là, qu'on a vu dans les derniers mois. Il y a une belle gueule. Écoute, je pense que on l'attribue à un changement là, au côté du design, selon moi, là, parce que je pense qu'on y allait un peu champ gauche avant. Maintenant, on va chercher quelque chose de plus classique, qui va aller chercher un peu les gens chez Mercedes, là, récupérer des clients chez Mercedes, évidemment remplis de technologie et d'écrans à l'intérieur, des écrans pour le faux divertissement. C'est comme un panneau là en plus avec cet écran-là qui est pour le passager. On sait pas qui a vraiment besoin de ça. Essentiellement côté mécanique, on garde les mêmes mécaniques. Elles ont toutes un peu évolué côté puissance. C'est surtout des changements cosmétiques. 4 cylindres GLE, du côté, mettons, du V8, là, on a gagné quelques chevaux parce qu'on a changé le vilebrequin et certaines composantes à l'intérieur, là, du côté des modèles AMG.
le modèle enfichable du GLE, on parle d'une autonomie qui est accrue, mais le seul chiffre qu'on a, là, c'est 106 km d'autonomie tout électrique du côté du GLE enfichable, et c'est selon le cycle européen, donc ça va être un petit peu moins chez nous. Évidemment, une technologie qui est cool, qu'on a mentionné dans le dévoilement, c'est le fait que la technologie Airmatic, la suspension pneumatique, c'est pas nouveau, là, mais on en commence à en parler de plus en plus, qui s'adapte selon la route sur laquelle on est. S'il y a d'autres véhicules Mercedes qui ont été sur cette route-là, par exemple une route qui est remplie de nids de poules comme Papineau et Iberville, ben s'il y a d'autres véhicules Mercedes qui ont passé là avec la même technologie, ben la suspension sur votre GLE tout neuf va s'adapter. Ça veut pas dire que les roues vont pas plier et que les pneus vont pas exploser, mais ça va être fait d'une façon de plus confortable. Donc voilà pour les GLE. Tu te rends compte qu'aujourd'hui, tu as besoin d'un lien Internet pour gérer ta suspension. T'en as pas de besoin, mais c'est comme... Non, mais je veux dire, on est rendu là. on est rendu là, ce qui est quand même assez fou, quoi, parce qu'on était avec les capteurs, les radars, les machins. Maintenant, ça te prend un lien Internet. Ça passe par des satellites, ça passe par des trucs, tout ça pour gérer ta suspension. Dis le gars qui va nous parler au retour de la technologie CVCC de Honda. Yes!